Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous serez devant vos écrans. Si je parle comme Roméo, devant vos petits écrans fissurés. Déjà, merci d'être toujours fidèle. Alors aujourd'hui, je suis un élève ou un étudiant. J'apprends. Je vous explique. J'ai été contacté par un ami sur WhatsApp qui m'a dit « Tu fais un podcast, pourquoi tu n'invites pas les beatmakers ?» J'ai dit « Ah, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. » Il m'a proposé 2 noms. Premier nom, je ne vais pas le citer. Et le deuxième, terminé par Crazy. Je me suis dit, c'est une très bonne idée, mais comment choisir? Et j'ai fait un filtre. Qui a eu plus d'impact? Qui a travaillé avec le plus d'artistes au Gabon? Qui a eu plus de hits, sans manquer de respect à l'autre? Et qui est plus disponible, on va pas se mentir. Je me suis dit, ok, il n'y a qu'une seule personne. C'est Krista Crazy. Et c'est quelqu'un... Je vous ai dit, moi je suis une grande gueule. Et c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche quand il faut parler de musique, quand il faut parler de ce qui le passionne. Donc je me suis dit, je vais apprendre aujourd'hui. Parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je vais apprendre aujourd'hui, je vais apprendre d'un aîné, je vais apprendre de quelqu'un qui baigne dans ça depuis plus de 20 ans, quelqu'un qui a une double carrière, voire une triple carrière. Un rappeur, beatmaker, aujourd'hui il est animateur radio. Donc moi aujourd'hui, je prends note. Faites comme moi. Écoutez Krista Crazy. Bonsoir, enfin. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, tranquille, et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Comme je disais, hein, c'était le dilemme, le choix n'a pas été compliqué. Je me suis dit, on va parler de toi, en fait. Ça, je me suis dit, tu es la personne qu'il faut par rapport au profil que le gars a proposé. Tu vois un peu. Et comme je dis, moi, je viens d'une autre génération. Je viens d'une génération qui a directement connu les ordinateurs tels qu'on les connaît là, les laptops et tout le reste. Vous, peut-être que vous avez eu des trucs, je ne vais pas dire rudimentaires, mais peut-être que vous avez commencé à l'époque où il fallait brancher 3 trucs en même temps. Tu vois. Et je me suis dit, musicalement, en tout et pour tout, il fallait que je t'appelle. Il fallait que je t'appelle déjà. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ah, merci à toi. Moi, ça me surprend toujours parce que, bon, moi, je suis toujours le gars derrière les machines, donc je ne m'attends pas forcément à ce qu'on m'appelle ou voilà, qu'on vienne vers moi, quoi. Moi, donc, ça me surprend toujours. Donc, ton travail parle à ta place. Ton travail parle à ta place. Tu as des prods parfois bizarres, mais tu as des prods. Récemment, tu as produit un banger pour Marelès, donc voilà, tu vois un peu. Et moi, je me suis dit, je ne connais pas ton parcours. Là où tu me vois, je vais te faire franco. J'ai voulu faire un questionnaire, mais je me suis dit, je ne vais pas faire de questionnaire parce que je dois apprendre. Je dois apprendre de toi. Comme je peux apprendre de n'importe qui, mais je vais apprendre de toi. Donc, on va parler de Krista Crazy. Déjà, pourquoi ce nom? Bon, à l'époque, enfin, je veux dire, je suis un gros fan de King of. D'accord. Ça, presque tous les gens qui me connaissent savent que jusqu'à maintenant, hein, souvent je joue en ligne, je frappe un peu, je me fais botter les fesses. Mais en tout cas, moi, je suis un gros fan du King of. Et c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé. On va dire que j'ai connu le King of, on va dire dans les années 98-99. Il y avait des King of installés au Carrefour Léon-Bas, à Montboîte. Moi, j'habitais pas loin au Carrefour Léon-Bas. Voilà, sur Arcade. Ouais. Et à Bessieux aussi. Voilà, juste en face de Bessieux, il y avait un coin où presque tout le monde se retrouvait. Là. Ouais. Et j'étais très fasciné, en fait, par plein de joueurs, Terry Bogard, Kyo Kusanagi, tout ça. Et puis, bon, quand je suis tombé dans le rap, je suis pas allé chercher loin, quoi. Chris maintenu. Voilà, j'étais en fait très fan du joueur, même si je le maîtrisais pas trop, mais j'étais très intrigué par, on va dire, le personnage. Oui. Tu vois, petit, simplet, et qui passe vraiment à une autre dimension lorsqu'il change et tout ça jusqu'à son niveau Orochi. Et donc, à l'époque, j'ai seulement converti ça comme ça, quoi. Son vrai blaze, c'est normalement Evil Chris, avec les flammes, là. Evil Chris. Sauf qu'à l'époque, nous tous, on disait Chris Fou. Chris Fou. Donc, vite fait, quoi. Chris Crazy, c'est bon. Ouais, c'est comme ça que je suis tombé. J'ai gardé ce blaze-là. Jusqu'à
Donc, en fait, c'est le king of. Vraiment le king of. Ah, mais les gars, vous avez des trucs... au KOF, c'est Sangoku, toi, c'est le KOF et tout et tout. Non, vraiment, hein, c'était... j'ai pas cherché loin, quoi. Parce que moi, je me suis dit, attends, le grand, est-ce que le nom, là, c'est parce que c'est là-bas un cramé, des trucs comme ça? Non, rien du tout. Moi, je suis même un enfant de la barrière. Non, non, vraiment, enfant poli, à la barrière, même si c'était au Carrefour, Léon-Bas. J'étais chez moi à partir de 18h, voilà. Ouais. Très calme. Et en fait, c'est vraiment le personnage qui m'a intrigué. Tu vois. C'était, en fait, j'avais l'impression de me retrouver un peu dans ce personnage-là, genre petit calme, qui peut se retrouver genre dans une autre dimension quand il change, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, Krista Crazy, quoi. Waouh. J'ai pas cherché loin. C'est tout. J'ai déjà pris l'inspiration de tous les jours. D'accord. Tu sais, aujourd'hui, quand on dit Krista Crazy, on pense beatmaking, on pense Urban FM. Ouais. Et les gens ne savent pas que tu as d'abord commencé dans le rap. Ouais. Les gens ne savent pas que, bon, je ne sais pas si tu as commencé dans le rap, mais tu as eu une carrière de rappeur. J'étais dans un groupe de rap, à la base. D'accord. Et... la section. Oui, la section. En fait, j'ai commencé un peu à... Je n'ai pas commencé le rap tout de suite, quand j'étais, on va dire quoi, j'ai pas commencé le rap vraiment en 99-2000. J'étais beaucoup plus observateur. D'accord. Et pour te dire même, au départ, j'étais pas très fan de rap. Dans les années 80, enfin, au début des années 90, quand j'étais enfant, les quelques sons rap que j'aimais, c'était vraiment les sons que j'écoutais sur Africa numéro 1. D'accord. On va dire quoi, à l'émission de Régis à l'époque, sur Voltage. Certains sons de Dr. Dre, certains sons de Conscience Noire, des trucs comme ça. Mais dire que j'étais hyper fan de rap, c'est pas ça. Non. J'écoutais vraiment autre chose, quoi. Manu Dibango, Madonna, parce que ma mère aimait beaucoup Madonna, elle aimait les slow. Mon père, il était fan de musique africaine, donc c'était, on appelle ça comment, Donny Elwood. Oui. Il aimait beaucoup la musique camerounaise, Donny Elwood, Petit Pays, NST Kofiz de la Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment ça, dans ça que je baignais. Le déclic vient vraiment à la fin des années 90, 98, 99, avec, on va dire quoi, je découvre un peu Nas, y avait qui d'autre encore qui passait beaucoup à la télé là? Ja Rule, les Maze et autres, tout Maze. Ouais. Et puis plus tard, Fabulous. Le déclic vient vraiment avec Fabulous. Parce que c'était un après-midi comme ça, j'étais là, il y avait un coiffeur juste à côté et il y avait une émission de Top FM qui passait. Et il y avait le morceau Maybe Easy qui jouait. J'étais très fan de It's On aussi. It's On aussi a vraiment contribué à ma culture à une époque. Oui, vraiment, les gars. Mais vraiment, le déclic, c'était ce soir-là, quoi. Putain, Maybe Easy. Et ça m'a vraiment plu, la manière dont le gars y rimait, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah non, moi aussi, je vais un peu essayer. Je vais un peu essayer de faire des trucs comme ça, essayer d'écrire. Mais c'était pas encore ça, tu vois. C'est vraiment quand j'ai le bac en 2002 que je prends l'avion pour Dakar. Je continue à gratter mes trucs à l'axe et tout ça. Et bon, dans mes balades et tout ça, là, mes déménagements, je tombe sur des gars qui se démerdent aussi un peu dans le rap. D'accord. Et qui me disent, bon, écoute, nous, on est là, on essaye de monter un petit truc. Viens, on va voir ce que ça peut donner. Il y a d'autres gars et tout ça. Et donc, je rencontre plein de gars. Deux gars qui vont constituer le groupe La Section avec moi plus tard. Kessie de Kifraël. Wow. Un autre gars qu'on appelait aussi FX. Un Togolais qui avait grandi au Gabon et tout ça. Et donc, avec un autre chanteur, un chanteur port-gentillet qui s'appelait Risbo. Et donc, on décide de monter un petit collectif qui s'appelait le Cogito. D'accord. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à bien faire mes classes, tu vois. Essayer d'écrire des textes entiers, proposer mes textes. À l'époque, c'était vraiment méga. Et surtout Kessie qui corrigeait un peu mes textes, tu vois. Parce que j'avais genre
le débit, mais je savais pas trop, Oui, voilà, tu les t'es encore mesures, les machins. diamant brut. Voilà. Et donc, c'est là que je fais mes classes. Après, bon, on se sépare, chacun prend un peu sa route et tout ça là. Et puis, bon, il y a un des gars, Chief Reflex, qui dit, bon, écoutez, mais faut quand même qu'on reste connecté, qu'on essaye de créer un truc. Ok. Voilà, qu'on continue à travailler ensemble et tout ça là. Et donc, on travaille sur des textes, tu vois, on essaie de travailler sur des textes. Le groupe, la section n'existe pas encore en tant que tel, mais en tout cas, on traîne ensemble, on essaie d'écrire. Et on allait souvent répéter chez le Rispo en question. D'accord. Et lui, il avait FL Studio 4. Ok. Tu vois? C'est comme ça que je commence. Vraiment dans sa chambre quand on arrive et tout ça, là, lui, il essayait un peu de faire des trucs. Moi aussi, bon, j'ai dit, bon, j'essaie un peu de bricoler. Au début, c'était un peu la rigolade. Ah ouais, mais fais ça, fais ça, fais ça. Ah, toi, tu comprends pas encore bien, oui. Et puis, vraiment, de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à cerner le truc. Et lorsqu'on a décidé d'avancer maintenant en groupe, j'étais devenu le beatmaker du groupe. D'accord. Voilà, vraiment comme ça, je me dis, bon, écoute, au lieu d'aller prendre les prods à gauche, à droite, toi, tu arrives à faire quelques trucs et tout ça là, bah écoute, on va travailler ensemble. Ouais. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai plongé, quoi. Et puis, bon, donc je faisais un peu les instrus, je faisais des textes avec les gars, on a commencé à enregistrer des trucs. Reflex, qui avait un peu plus de motivation que nous, il a essayé de monter, de faire un projet de compile. D'accord. À une époque. Et on va dire, on avait déjà enregistré 1 ou 2 morceaux, mais le premier vrai morceau, genre, qui a marqué le début de la section, et là où j'ai vraiment senti que, ah ouais, en tant que... Il y a quelque chose. Voilà, en tant que MC, ça va. C'était le morceau de cette compile-là. Le titre, c'était même Section. D'accord. Voilà. C'est comme ça. Parce que Boudi a dit que vous étiez en concurrence. Elle avait aussi sa section là-bas. La section SNI, oui. Mais ça, c'est... Comment dire ça? Ça, on s'est connus un peu après. D'accord. Un peu après le projet de compile là. À l'époque, on se croisait seulement dans des événements et tout ça là. Mais bon, on se maîtrisait pas trop. D'accord. Donc, c'était, bon, la section, nous, on essayait de faire des trucs, de participer à des festivals, parce que ça semblait beaucoup plus facile au Sénégal d'approcher des autres communautés et tout ça. Voilà, d'approcher des gars qui organisaient des trucs et essayer de s'insérer. Vraiment, je trouve que par rapport à Libreville, où il faut vraiment avoir souvent... faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un et tout ça. Voilà. Là-bas, c'était beaucoup plus facile. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Mais vraiment, on va dire le leader du groupe, quand il a lancé sa compile, il se bougeait vraiment, quoi. Il allait vers des gars et il disait, bon, moi, on a une compile et tout, on essaye de faire un peu la promo de jeunes rappeurs gabonais. Donc, est-ce qu'on peut rentrer dans votre événement? Est-ce qu'on peut participer à votre festival? Faire l'avant-première et tout ça, là. Les gars, ils disaient, ouais, non, venez. Les Sénégalais, ils vont dire, ouais, venez, faites écouter, c'est pas mal, venez, tel jour, tac. Surtout que c'était Gori, il n'y avait pas non, il n'y avait pas le gain. Il n'y avait pas de cachet, voilà. Et donc, c'est vraiment comme ça que moi, j'ai fait mes classes et tout ça. Le beatmaking, à la base, je le faisais juste pour le groupe. Un passe-temps. Voilà, c'était un passe-temps. Tu rendais service aux frangins. Voilà. Okay. C'est vraiment passé en avant plus tard, quoi. Mais sinon, moi, dans ma tête, c'était d'abord le rap. D'accord. Et le groupe, vous avez eu combien de projets? On a eu la compile Projectile, un son dans la compile Projectile, qui était à l'époque enregistré chez Massassi. Oui, c'est juste avant qu'il rentre définitivement. D'accord. Ensuite, on a intégré un petit label géré aussi par un Gabonais qui s'est installé au Sénégal, qui s'appelle Clévis. Le label à l'époque, c'était Clipro. On est rentré dans le label et on a sorti un maxi single. Après, bon, nos chemins se sont séparés.
On a participé à un concours de découverte de talents. D'accord. Il y avait plusieurs catégories, hein, art plastique, audiovisuel, musique acoustique et rap. D'accord. Nous, on a remporté le concours dans la catégorie rap. Ah, vous étiez bon alors. Ça va. C'était bien. Mais franchement, on ne s'y attendait même pas. Parce qu'en général, quand les Gabonais participaient, même dans les concours de danse et tout ça, parce que la communauté gabonaise était très active au niveau de la danse. D'accord. Et donc, ils participaient souvent à plein de concours. On allait souvent voir et tout. Souvent, on s'arrêtait en quart de finale, demi-finale, on perdait en finale. Même dans le concours en question, il y avait 2 Gabonais en finale dans la catégorie danse, ils sont passés à côté. Wow. Donc nous, quand on dépose notre démo, on n'est même pas sûr qu'on sera retenu. Wow. Tu vois? Ouais. On allait déposer la démo de notre maxi single. On nous a appelé, oui, les présélections et tout, machin. C'était bon. Le jour. Ouais. On est venu. Quand c'était notre tour, on a rappé. On a eu l'impression qu'on a déchiré. Après, on s'est dit, en tout cas, on rentre, hein, on va voir. Et donc, c'est un des membres du jury, un rappeur sénégalais très connu à l'époque, qui s'appelait Fou Malade. D'accord. Qui nous appelle. Ouais, salut, ça va et tout, c'est la section, oui. Je vous annonce que vous êtes retenu pour la finale et tout. Et en même temps, je tiens à vous féliciter parce que vraiment, c'était la... Vous avez fait la meilleure prestation et wow. tout. Je dis, ok, d'accord. Mais juste un conseil et tout, changez vos sapes parce que vous étiez trop comme des classiques. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc... les baguettes, voilà, tout ça. Voilà. Là, on est venu... en finale, on est venu en Tachko Nike, short, kaki, tout ça. On a fait notre finale, on a gagné. Ouais. Donc, juste après, on a essayé de sortir une mixtape de 12 titres. C'était la mixtape avant l'assaut. C'était ça le titre. Donc, on a essayé de faire un peu la promo dans les radios, sur Internet. À l'époque, c'était, comment dire ça, les skyblogs musique qui étaient en vogue. Et donc, on a essayé un peu de faire notre promo là-bas, pousser les gens à télécharger. On a quand même eu un bon nombre de téléchargements à l'époque. Et voilà, quoi. C'était vraiment ça. Maxi single, enfin, compile projectile, maxi single et mixtape. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'à l'album? Non, parce qu'après... il y a eu beaucoup de difficultés pour se mettre sur un projet d'album. Donc déjà, on était à 3 au départ. Il y a un qui est rentré en 2008. Ouais. Donc, tous les bails dont je te parle là, à partir du maxi single, on le fait à 2. Le concours, on le passe à 2. Ah ouais. La mixtape, on l'a fait à 2 parce que l'autre frangin qui est ici, lui, il se cherche. Il est vraiment dans son fa-là. Donc, le temps pour rentrer en studio, c'est long. Donc, on fait tout ça à 2. Et le leader du groupe avec lequel je suis resté, lui aussi, à un moment, il rentre. Il sent que c'est bon, là. Voilà, il rentre. Et bon, ça devient un peu long pour moi. Je reste seul sur Dakar, 2 ans encore. Et puis, bon, je commence à enregistrer des trucs en solo. D'accord. Je commence à enregistrer des trucs, je commence à faire des scènes en solo. Wow. Et puis, je passe à autre chose carrément, quoi. Je me dis, bon, ça va, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Ouais. Je vais me débrouiller. Et si je rentre et puis on reprend, c'est bien. Si je rentre, sinon, on reprend, chacun, voilà. J'ai déjà avancé, quoi. Ouais, c'est vrai, je vois. C'est vraiment ça. Et sinon, à Dakar, tu allais pour faire quoi à la base? Je suis allé faire l'école, mon type. Non, mais je demande... Génie juridique. Ah ouais, quand même. Génie juridique. J'étais à l'université Dakar-Bourguiba. Voilà. J'ai fait ma licence là-bas. Et ensuite, j'ai fait mon master en gestion juridique et fiscale à l'université de l'entreprise, AFI. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que tu rentres au Gabon dans les 2010-2011? Je rentre en fin 2011. Fin 2011. Maintenant, entre-temps, je rentre en 2010. Je rentre vu quand on a remporté le concours, il n'y avait pas que des, comment dire ça, des festivals. Ok. On avait été booké pour certains festivals, mais il y avait aussi une formation en industrie créative. Waouh.
sur le côté. Sauf que bon, l'autre frangin, lui, comme il travaillait un peu dans l'infographie et qu'il avait eu déjà quelques deals, il avait commencé à travailler pour les gars, il m'a dit, bon, écoute, toi, vas-y. D'accord. Donc, moi, j'avais déjà terminé normalement la formation. J'avais terminé l'école, on va dire, Oui. mais je n'avais pas soutenu. Donc, bon, je me suis dit, bon, je vais d'abord faire ça. Ouais. C'était à l'école de management de Bordeaux que ça se passait. Ok. Donc, ça s'est passé sur à peu près 18 mois. Et donc, quand je suis rentré au Gabon, on va dire en 2010, c'était un peu pour expliquer tout ça à mes parents que écoutez, j'ai bénéficié d'un petit truc. J'essaye de voir aussi si ça peut donner quelque chose d'intéressant là-bas. Ouais. Et puis après, je rentre, je soutiens. Enfin, je repars, je soutiens et puis... Je reviens. Voilà. Ok. Voilà. Sinon, on allait me couper le gain. Tu vois, ça devait être non. Il fallait justifier. Voilà, donc il fallait justifier. Ouais. Donc, je suis reparti. J'ai fait ça et ensuite, avant de repartir, je rencontre Dafresh. Parce que lorsqu'on remporte le concours, j'entre en contact avec la plateforme LBV Groove, je pense à l'époque. Oui, le site. Et je pense qu'il faisait partie des administrateurs ou un truc comme ça. Et il avait un podcast, là où il recevait même d'ailleurs des artistes. Wow. Voilà, donc j'étais entré en contact avec lui pour lui passer des informations, que voilà, nous, on a gagné un concours ici, machin. Ils avaient publié ça sur leur site et tout. Ouais. Donc, quand je rentre, je fais des tours à l'Institut français, je le croise. Je dis, c'est moi, Chris Da Crazy, du groupe La Section, tout ça. Ok, ça va. Et il me dit, écoute, si tu veux, tu viens en début de week-end, il y a un showcase, il y a un showcase du groupe Kifrael au Warhol. Donc, il y aura sûrement plein d'artistes là-bas. Moi, je vais te présenter quand même à certains gars et tout. Voilà, si ça peut t'aider, quoi. Donc, c'est comme ça vraiment qu'on a gardé le contact. Et quand je repars, lui il me recontacte parce qu'il savait que j'étais beatmaker. Il me disait, mais moi, je lance ma radio. Okay. Hein, je lance ma radio dans bientôt. Donc, voilà, si tu as des trucs. Il dit, moi, à Dakar, le temps de soutenir, j'ai trouvé un studio dans lequel travailler et tout. Okay. Je peux te faire des jingles. Oh, d'accord. Donc, c'est comme ça que je lui envoie les premiers jingles même qui ont été joués sur Urban FM. Ça, c'est intéressant, voilà. Ça. Et donc, quand je rentre définitivement, tout ça, j'ai soutenu, j'ai récupéré mes papiers. Il fait partie des premiers gars que je contacte. Je suis là et tout. Bon, écoute, nous, on a de la place. Viens d'abord. Vois, non? Viens le temps que tu trouves quelque chose, viens. C'est comme ça que j'ai commencé à Urban FM. Et c'est vraiment en intégrant Urban FM que je me suis mis un peu en retrait en termes de rap. Parce que comme j'avais jamais réellement exploré le milieu gabonais, il fallait que je prenne le temps d'observer, voir un peu ce qui marchait. Parce que bon, j'avais des aperçus sur Internet. Et puis, par rapport aux gars qui venaient sur Dakar, il y avait Kikoba, Baponga, La Fuente, lors des communes, Mauvaise Haleine. Oui. On avait vraiment un aperçu de, c'est ce qui marche et tout, machin. Mais même si on traînait sur des pages comme LBV Groove ou Mapan Insomniac, il fallait vraiment être sur place. Il fallait tâter. Pour se rendre compte que, il y a aussi celui-là. Il y a un tel, il y a un tel. Il y a Kifrael qui était en force. Ouais, j'avoue. Tu vois un peu. Ouais. Donc, à un moment, tout ça, ça m'a fait prendre un peu du recul et je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'observe avant de me dire que, moi aussi, je veux avoir quelque chose sur, sur Libreville et après, surtout le Gabon, quoi. D'accord. Et après, j'ai pris goût au beatmaking, j'ai un peu laissé le rap de côté. Urban FM était un peu en train de monter. Il y avait le label Traumatics à côté que Dafresh essayait de lancer. Donc, il travaillait avec des jeunes comme... elle s'appelle encore comment, la rappeuse, là? Euphrate. OK. Le Capitaine, qui est maintenant au niveau des États-Unis. Le Capitaine, en partant, il nous confie Trice. D'accord. Il y a NG Bling aussi qui arrive avec...
un autre gars qui travaillait à la radio à l'époque, qui s'appelait Cartel. Et donc, quand Dafresh, il aimait l'idée de lancer, de travailler sur une compile. Une compile, oui. Moi, je me focalise beaucoup plus dans le beatmaking. D'accord. J'apparais dans la compile en tant que rappeur aussi, sur la première version de Propre et Dosé. D'accord. Et puis sur un solo aussi. Mais vraiment, c'est à cette période-là que je me consacre vraiment au beatmaking, quoi. Et que je dis que, bon, Chris Da Crazy, le rappeur, il va, non, pas que c'est mort, mais il va attendre, quoi. D'accord. Il va attendre. D'accord. Parce que, à un moment, je me suis dit, bon, on va voir avec les petits. Et puis, en tout cas, si vous voulez, je ne sais pas si la mixtape est encore disponible, mais vous pouvez la mixtape avant l'assaut. Non, je parle de la première compil de Urban FM. Traumatise, oui, c'est toujours, je pense que c'est toujours disponible sur les plateformes. Si elle est disponible, allez-y écouter. Vous me dites que vous allez me dire si le gars avait le niveau ou pas. Propre Dosé Part 1, et puis j'avais mon morceau Qui suis-je? Justement, Propre et Dosé Part 1, Part 2. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, en fait... Non, déjà, parce que je ne veux pas te couper, mais oui. La prod, à la base, c'est un groupe, là, les petits d'Awassi, qui chantent dessus. Trust the Buzz. Trust the Buzz. Bon, ça, c'est normalement... la prod de Propre et Dosé, c'est une prod de Woninho. D'accord. À la base. Si je raconte pas de bêtises, c'est... Vu qu'il travaillait souvent avec Dafresh, il lui a refilé des prods. D'accord. Il lui a refilé des prods à utiliser. Écoute, si tu as des artistes, voilà quoi, bosser avec, voilà. Et donc lui qui fait particulièrement cette prod-là. Maintenant, je ne sais pas comment la prod, elle se retrouve entre les mains des gars de Trust the Buzz. Ouais. Ils posent leurs morceaux. Nous, on est dans... Comment dire ça? Nous, on est dans le travail de la première compile, Traumatise. Donc, il y avait, je pense, Euphrates qui avait déjà enregistré. Ça, c'est un enregistrement. C'est un son que j'avais déjà trouvé. D'accord. Déjà fait. Il y a Ado qui participe à la compile. Il avait déjà enregistré, je pense, un morceau qu'on appelle « Qu'on nous laisse tranquille ». Ensuite, on a travaillé sur un son qui s'appelle « Ma limite ». J'ai fait l'instru, il a posé. Donc, on se concentre sur Tris et NG Bling. Tris pose le morceau Confesse. Et je pense qu'elle aime ça. NG Bling, il a un morceau qui avait commencé à tourner, qu'on reprend, qui s'appelle Incantation. D'accord. Il a posé un autre morceau qu'on n'a pas retenu et il a posé Planer. D'accord, oui. Planer. Il a posé même peut-être 3 ou 4 fois sur ce morceau-là avant qu'on valide. Premier thème, bad. Deuxième thème, bad. Troisième thème, tu me finis mon courant petit, bad. Ensuite, il a sorti Planer. Donc, et moi, je fais une prod. Je fais une prod à partir d'un petit sample du morceau de Tayo Cruz. D'accord. Hangover. I got a hangover. Oui, je vois. Voilà. Donc, je fais un petit son, un instru et tout, à partir de ce sample-là. Et on kiffe le son. Donc, les petits, ils retiennent le son, ils écrivent. NG Bling écrit, Tris écrit. Bon, j'étais aussi chaud. Ouais. J'ai écrit sur le morceau. D'accord. Donc ça, c'était la première version. Vraiment, c'était vraiment une version purement rap. Et puis, il y a le son des petits qui commence aussi à tourner, Trust the Buzz et tout ça là, machin. Explosé. Et donc, on va dire dans les finitions de la compile, Dafresh, il décide de rajouter le morceau. Donc, Propre et Dosé, acte 2. Tu vois? C'est vraiment un morceau qu'ils ont posé à la dernière minute, que non, poser aussi ça, machin, on va rajouter. Donc, les petits posent. Lui, il a demandé d'accélérer le beat parce qu'il a la version originale qui avait été composée sur Reason. Donc, on accélère le tempo, il pose sur le morceau, on envoie les fichiers au mix chez Mitch. Moi, perso, je voyais ça comme un joli son, tu vois. Et à la fin, on commence à jouer le son, enfin, à jouer les sons en radio. On se rend compte que c'est le son qui prend vraiment. Oui. Et petit tourne même le clip. On balance le truc. Il y a le festival Urban Fest que Urban FM organisait pour la fin de l'année 2012. Bon, on cale les petits, tout ça.
On lui dit, bon, c'est un joli son. On a clippé, c'est sympa. Mais... Le petit monte sur scène, ça tue. Tu vois? Ouais. Et on se dit, ah, mais le morceau là. Bon, Dafresh, lui, il avait déjà sa vision. Mais même moi, au début, je me disais, bon, allez, si on met la promo sur Propre et Dosé Part 1, Ma limite de Do, Planer d'Angie Bling, Confesse de Tris, on est dedans. On est bon. Le morceau s'est imposé tout seul. Ouais, le public, ça a Tu vois? Oui. Ouais. Et puis, bon, Tris, comme il avait déjà ce petit côté taquin là, tu vois, il a, dans le morceau, il a sa petite pique. Je ne parle pas de Tris, tout de buzz des comiques. Ouais. Parce que le truc, c'est un peu comme si les gars, en fait, c'est comme si c'était un clash du genre que vous avez volé notre son. Non, mais à la base, le son ne leur appartenait pas. En fait, moi, je ne sais pas comment ils ont eu le son. Tu vois, c'est sûr que quelqu'un a eu l'instrumental par quelqu'un et puis parce que ils ont kiffé le truc, ils sont allés poser. Parce que je me suis dit, c'est peut-être Sean Baby, parce qu'on entend son nom au début, je me suis dit, c'est peut-être lui qui a fait la prod. Moi, à la base, je savais pas que c'était. Non, c'est pas lui qui a fait, ce n'est pas lui qui a fait la prod. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui a toujours reproché. Tu vois, de signer les prods qui ne lui appartiennent pas. Ouais. Tu vois. Je ne sais pas si c'est lui qui a pris la prod ou bien la prod a atterri chez lui et puis machin. Mais vraiment, c'est un truc. Moi, c'est un truc d'abord que je comprends pas, que je n'ai jamais compris. Tu vas jamais me voir signer une prod qui ne m'appartient pas. Mais clairement. Même si je fais les arrangements Propre et Dosé, acte 2, j'ai retiré 2-3 petites caisses, 2-3 petits trucs. Dans le morceau, je vais pas mettre ma signature crazy alors que je sais que c'est la prod de Onigno. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Tu viens poser dans mon studio, tu as amené ta prod. Comment ça? La prod de Santem, elle a été posée chez nous. Le morceau Santem, il a été posé chez nous. Je vais pas mettre ma signature alors que je sais que c'est la prod de MHL. Ouais. Est-ce que tu vois un peu? Ça, c'est pas un mauvais beatmaker, mais c'est vraiment un truc qu'on lui a toujours reproché. Ouais, parce que je t'assure que moi, à chaque fois que j'entendais Sean Baby, je me suis dit, bon, c'est lui qui a fait le truc. Voilà. Après, je me suis dit, bon, peut-être que c'était sa signature parce que les gens posaient dans son studio. Non, mais ça prête à confusion. Les gens, ils posent dans ton studio, ça veut pas dire que tu vas forcément mettre ta signature. À la limite, si tu veux, dans les crédits, on va dire que c'est posé chez toi. Voilà. Mais ne mets pas ta signature si le son ne t'appartient pas. Est-ce que tu vois un peu? Et justement, je vais revenir sur un truc. Tu as parlé de beatmaker et tout ça. Là. Oui. En matinée, je suis tombé sur un extrait. Un gars qui dit... Non, c'est pas un Gabonais. Un gars qui disait... les rappeurs, du moins les beatmakers aiment se définir comme étant producteurs. Tu vois? Et il a fait un truc, il a expliqué que tu as produit la musique. Oui. Mais si quelqu'un tombe sur ton morceau, te dit par exemple, enlève telle caisse, diminue tel son, le kick là, change-le, mets un snare, tu vois un peu, essaye de changer au niveau des monos et stéréo. Il dit à partir de là, celui qui t'a donné cette idée devient le producteur. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec, mais peut-être arrangeur, mais producteur non, parce que l'idée, l'idée à la base, elle est de toi et c'est toi qui composes. Tu vois. Maintenant, si le gars il te dit non, mais écoute, peut-être diminue un peu ça, tu vas le mettre dans les arrangements. Voilà, parce qu'il disait justement que toi, tu es beatmaker. Tu as fait le beat. Oui. Mais le produit final, c'est quelqu'un d'autre qui t'a aidé, c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné des idées, qui t'a dirigé, qui t'a orienté. Donc, selon lui, tu n'es que le beatmaker. Mais à partir du moment où ton produit finit, ce sont les idées de quelqu'un d'autre, c'est lui le producteur. Après, bon, c'était lors d'un podcast. Mais c'est pas lui qui a pu. C'est pas lui qui joue, en fait. Tu vois, non. C'est pas lui qui qui donne vie à ta musique et tout ça. À ta musique. Moi, pour le son de Marlès, par exemple, elle vient avec une idée. Tu vois, elle vient avec une idée. Moi, mon son, écoute, le refrain que j'ai, c'est boum, boum, boum. Tu vois? Donc, j'essaye de retranscrire ça. Comment on appelle ça? Dans ma composition. Que bon, elle veut que ça joue comme ça. Elle veut que, on appelle ça comment? Que les 808 jouent d'une certaine manière.
Elle veut des trucs vraiment assez explosifs. Donc, bon, au lieu de mettre des explosions, je prends des bruitages de coups de feu, tout ça. C'est moi qui compose. Elle me donne la direction, mais c'est moi qui compose. D'accord. Est-ce que tu vois? Limite, si elle veut, parce que je suis pas forcément gourmand, on peut mettre coproduction, tu vois. Mais c'est moi qui compose la musique, qui fait la production, et elle participe aussi aux arrangements parce que bon, on est parti de son idée. Oui. Donc elle est créditée en tant qu'auteur. Voilà. Oui, elle peut être créditée. Oui. Elle peut être créditée. Mais maintenant, dire que si c'est juste diminue, machin, non, ça c'est peut-être dans les arrangements qu'on va te reverser. Mais en vrai, moi je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on va forcément te créditer en tant que... Et je t'avoue que je n'étais pas d'accord parce que je me suis dit, bon, là, c'est vrai que tu peux ajouter des trucs. Maintenant, si tes arrangements dénaturent le beat, du genre, ce n'est plus la première prod et la prod finale ne sont pas les mêmes, là peut-être, et là encore, tu n'es pas le producteur. Oui. On t'ajoute on te crédite en tant que beatmaker. Oui. Tu vois un peu. C'est moi j'ai... comment on appelle ça? Il y a un son que j'ai fait avec NG Bling que j'ai directement mis en coproduction. D'accord. C'est Lewe. Tu vois? Parce qu'à la base, on part d'une idée de Dafresh. On part d'une idée de Dafresh et il s'appelle comment? NG Bling, il donne la direction des drums, en fait, si tu veux. Est-ce que tu vois un peu? Ok. Donc, on fait les drums ensemble. Et puis, moi, ce que je rajoute, c'est vraiment genre la mélodie et puis tous les trucs autour, quoi. La petite mélodie à l'intérieur, les voix, machin. Là, sur le coup, on va dire quoi, j'ai l'honnêteté de reconnaître qu'on a travaillé ce truc-là ensemble parce que les caisses, c'est NG Bling qui les amène. D'accord. Les caisses, les voix du refrain, les way, il les pose directement et ça rentre directement dans le beat. Est-ce que tu vois un peu? C'est de là qu'on part pour faire. Et donc, dès qu'on a sorti le truc, j'ai pas mis prod Chris Da Crazy. J'ai mis co-prod Chris Da Crazy, NG Bling. Donc, quand tout le monde me demande, ça c'est un machin, je dis non. Oui, ça, j'ai fait ça avec NG Bling. Ouais, le petit a quand même son truc. Voilà, il a eu son inspi. Ouais. On est parti de son inspi et de qu'est-ce qu'il a posé. Tu vois, dès qu'il a posé ses caisses, moi j'ai rajouté les snares, le choix des snares, la toute petite mélodie qui joue autour, le petit sample de voix de Ludacris à l'intérieur, le petit sample de gémissement, tout ça. Tout le reste là, c'est moi qui ai fait. Mais coproduction. Ouais. Est-ce que tu vois? Et la prod là me rappelle beaucoup Be My Buzz en Bentley de Lloyd Banks. Exactement. Après, c'était des trucs, comment dire ça? C'est pas qu'on est parti de là, mais c'est, comment on appelle ça? C'est un son que j'aimais beaucoup. Ouais, parce que ça me rappelle exactement le début de Be My Buzz en Bentley. Je me suis dit, Voilà. C'est vraiment, genre, c'est vrai qu'il y a des similitudes, maintenant que tu en parles. Ouais. Genre l'espèce de petite percussion là. Oui. Et là, par exemple, tu imagines si on était en 2020, 22, 23, on allait dire, vous avez plagié, machin, des trucs comme ça. Non, on n'est même pas parti de là, quoi. C'est vraiment genre l'idée d'NG Bling. Et puis, je me suis dit, bon, on va pas juste jouer un truc où il y a juste les caisses et puis sa voix, les way, sans qu'on trouve une petite mélodie bête qui va rester dans la tête des gens, quoi. C'est comme ça qu'on est parti c'est comme ça que j'ai sorti ça, en fait. Du coup, moi, j'ai une question. Oui. C'est quoi, selon toi? Quel est ton premier hit? En tant que beatmaker, en tant que producteur? Je ne sais pas si je peux dire que c'est un hit. Mais c'est un morceau que les gens ont quand même apprécié. Pour revenir à Boudi. Ok. Avant
avant son groupe Section SNI, les gars avec lesquels on se sentait vraiment en concurrence, c'était le groupe Before Yen. Je ne sais pas si tu connais ce groupe-là. C'était un groupe qui était produit par Massassi à l'époque. D'accord. Au niveau de Dakar. Et d'ailleurs, je suis resté même très proche de deux des membres du groupe. C'est vraiment des éléments. Il y a un, on a joué même au basket. Aujourd'hui, il m'a quand même ramé. Bon, c'est parce que j'étais fatigué. Bref. Et donc, on est devenu vraiment potes. Et le gars en question, Y2G, à l'époque, lui, il travaillait sur Reason. Massassi travaillait aussi sur Reason. Ouais. Et vraiment, quand à un moment donné, quand j'ai abandonné FL Studio, c'était vraiment pour me concentrer sur Reason. Et j'allais travailler chez lui. Est-ce que tu vois? Donc, je compose des musiques chez lui et tout ça sur Reason. Souvent, on est là, ça freestyle et tout ça, machin. D'accord. Il enregistre ses démos avec ses gars, avec d'autres rappeurs aussi. Et puis, à un moment, il rentre aussi au Gabon. Oh ouais. Je pense que c'est en 2008 ou un truc comme ça. Il rentre définitivement. Et il avait gardé les prods, tu vois. La prod en question, je l'avais même vendue à un autre élément qui rappait à l'époque, mais qui n'a finalement pas utilisé la prod. OK. Et donc, le gars, il me fatiguait avec « Ouais, non, mais écoute, moi, j'ai ta prod et tout. Ça veut dire quoi, machin? Laisse-nous rapper dessus, laisse-nous rapper. » Moi, j'ai déjà vendu ça. Laisse-nous rapper. Manon a rappé sur ta prod. Oh. J'ai dit, hey, les gars, les problèmes. Vous voulez me mettre dans les problèmes ou quoi? Bon, finalement, l'autre, il avait dit, bon, c'est pas grave, laisse-les rapper et tout. S'ils veulent faire quelque chose du son, qu'ils fassent. Et donc, quand je rentre en 2010, ils disent, ouais, mais puisque tu es là, on va même faire le clip. On fait le clip et tout ça là, ils balancent le truc. Moi, je repars au Sénégal. Et puis, je vois que les gars, ils commencent à faire les scènes et tout avec. Oh, on va couper ça. Il a parti, on coupe ça. Et donc, Bad Génération de Before Yen. D'accord. Je ne sais pas si... Bon, peut-être que tu as déjà écouté. Peut-être. Et c'est vraiment le premier son qui m'a fait connaître. D'accord. On va dire dans le petit milieu, quoi. Ah non, il y a un gars, il s'appelle Chris Dacrezi, il fait des prods rap assez sympas. D'accord. Je pense que c'est vraiment ma première prod qui a pris ici. Et je ne sais pas si c'est un hit. Parce qu'il y a des gars, je suis tombé sur des gars qui m'ont dit « Ah, bah, ça, c'est un grand son. » Est-ce que c'est un hit? Je ne sais pas. C'est ça aussi. Ouais. Maintenant, hit, les gens, ils m'ont vraiment connu avec la prod de Baponga. Mon cœur a lâché. D'accord. Mon cœur a lâché. Que j'avais même fait écouter à Calonne à l'époque. Bon, il m'avait dit, ouais, c'est sympa, tout ça, là. Après, il a zappé. J'ai fait écouter à Baponga. Il a pris. Voilà, c'est parti, comme c'est parti. Et puis, bon. Et puis, il a cité mon nom à la fin. Donc, c'était vraiment... dès que je me présentais, il me dit, ah, c'est toi! C'est toi, hein? C'est toi qui as fait la prod, là! La reconnaissance du grand. Tu vois? T'as quand même mouillé pour ça. Non, il a payé pour la prod et il m'a même c'est quand même un bon élément, c'est lui qui m'a fait enregistrer à la SACEM. D'accord, waouh. Il m'a fait enregistrer à la SACEM pour toutes les musiques que j'ai eu à produire pour lui ou pour les artistes qui étaient dans son label. D'accord. Et quel est le plus gros cachet que tu as touché pour une prod? C'est-à-dire la prod la plus chère que tu as à vendre? La prod la plus chère que j'ai eu à vendre, c'était pour... c'était même pour quoi? Je pense que c'était la prod de Superbike de Koba. Je crois que j'avais reçu 500 000 pour ça. Pour, on appelle ça comment, le LBV Moto Show. Ok, je vois. Voilà. Je vois.
Ah, il y avait le barème. Il y avait l'argent, on m'a quand même donné un peu comme écoute. Donc là, on t'a envoyé ça avant que, bon, tiens, voici, ou bien c'est après que on a dit, bon, le truc C'est est bon. après la prod. C'est après la D'accord. prod que j'ai reçu ça. Bon, c'était géré par. Ah ouais. Cette partie-là, c'était géré par l'équipe d'Urban FM. Et puis, voilà. Parce que moi, je me dis, on m'envoie 500 000 francs. je suis content, je fais la prod avec la joie. Non, j'ai fait d'abord. À cette période-là, on était vraiment dans le. Comment dire ça? Comme on avait le vent en poupe, ben, tous les trucs arrivaient chez nous. Est-ce que tu vois un peu? Donc, lorsqu'ils ont décidé de lancer leur mouvement, Oui. ils sont passés par nous pour voir comment créer un morceau qui pouvait servir d'hymne. De promo, machin, tout ça là. Voilà, pour l'événement. Et à l'époque, bah, il avait sorti son album 2030 et tout ça. Oui, effectivement. Et donc, ils se sont dit, bon. Ah, Je pense que Dafresh a dû leur dire, bon, écoute, moi, j'ai mon beatmaker qui est chaud. Vous avez l'artiste qui est là, qui est chaud. Ben, faisons les trucs, quoi. Ouais. Voilà. Donc, du coup, Urban FM, j'aimerais revenir sur Urban FM. Et à la base, lorsque tu vas à Urban FM, toi, c'est à la régie, c'est ça? À la base, je m'en vais juste, je vais travailler les jingles, en fait. Je suis juste à, on va dire, conception de jingle avec un autre gars qui est maintenant à Port-Gentil. Et donc, à la base, au départ, on fait que, je suis venu pour ça. D'accord. J'intègre la radio pour ça. C'est pas pour l'animation, c'est pas pour autre chose. C'est parce qu'après, c'est juste parce que Dafresh a eu envie de tester la production que je me suis retrouvé à faire et le travail de la radio et le travail pour le label en tant que beatmaker. Est-ce que tu vois un peu? Parce que bon, en même temps, fallait pas. On a un beatmaker sous la main. Un house producer et tout ça. Voilà, fallait bien qu'on fasse des trucs. Donc, oui. Vous avez eu Trist, vous avez eu NJ Blink. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gars là? Bon, NJ Blink, je pense qu'il était pressé de sortir les projets parce que ça n'allait peut-être pas au rythme qu'il voulait. Donc, je pense qu'il a pris sa route. Voilà. Après, je pense que le temps nous a donné raison parce que sortir les projets au Gabon, c'est pas évident. Moi qui critique. Tu peux avoir la hype et puis te casser les dents en sortant ton album. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Donc, je pense qu'NJ Blink, il voulait que les projets sortent un peu plus vite. Alors que, bon, nous, on était partis sur des singles et des enregistrements de plein de sons. Ouais. Et puis, voilà. Il avait l'impression de ne pas avancer. Voilà. Je pense qu'il était un peu pressé. Il est parti. C'est vrai qu'Africa Dream a sorti Dreamer très tôt. Dreamer. Ah non, hein. C'est pas sorti en 2016. 14. Je crois que c'est 2014. Non. Non, 2015. Parce que moi, je tombe. Non, moi, je sais qu'il a sorti après Traumatics. Après Traumatics, comme on était toujours en contact, je lui ai refilé quelques prods. Je sais qu'il a sorti en mode wesh dans les 2014-2015. Parce qu'il y a eu Dreamer 1 et Dreamer 2. Ensuite, il intègre Africa Dream. Bon, je ne sais pas si entre-temps, s'il a sorti un projet à ce moment-là, mais il sort par la main en single. Oui. Je ne sais pas si après, il y a un projet qui a accompagné ce truc-là. Oui. Bon, d'accord. Oui, par la main, mais dans Dreamer. En fait, je ne maîtrise pas les dates parce que, bon, il n'était plus chez nous, donc j'ai pas trop vu. Mais je pense que là-bas aussi, ça a mis quand même un peu de temps avant qu'il sorte un projet. Donc, bon, le temps nous a donné un peu raison, mais je pense que c'était aussi peut-être nécessaire pour lui. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il regrette d'être parti de Traumatics. Bien sûr, il a fait son Je pense que ça faisait aussi partie des expériences qu'il fallait qu'il vive pour arriver là où il est arrivé. Il a eu un très bon, comment dire ça, il a eu un très bon run à Africa Dream. Énorme. Ensuite, il s'est mis à son compte. Il se gère. Oui. Tu vois, non? Il se gère. Je pense que c'était nécessaire pour lui. Et il voulait de ses propres ailes et voilà. tout ça. Là. Je pense que si tu lui poses la question, il va te dire, moi, je ne regrette pas. J'ai fait ce que j'ai fait. Voilà. Donc,
moi, je regrette un peu parce que je me dis qu'on aurait fait aussi beaucoup de gros sons ensemble à cette période-là. Mais c'est pas grave, tu vois. Non. Tu as fait ce que tu avais à J'ai faire. j'ai fait ce que je pouvais faire dans son parcours. C'était sympa. Il est passé à autre chose et il a une très grosse cote. Donc, Ouais. voilà quoi. Maintenant, Triss. Parce que la rumeur disait que Triss acceptait à cause de son truc sur Booba là. C'est exactement ça. Triss, quand NG Blink part, Dafresh, il n'est plus très chaud pour la production. Moi, je continue à travailler avec Triss. D'accord. Tu vois. Et à un moment, il enregistre le morceau, il enregistre le remix de Hot Nigga. D'accord. Il enregistre le morceau de Hot Nigga. Il fait le clip lui-même avec ses éléments, avec le producteur, le réalisateur MC4. Et on se rend compte que ça prend bien, tu vois. Oui. Ça prend bien. Et donc, on repart sur un taf avec lui. Donc, il enregistre des sons. Moi, pour des raisons professionnelles, je pars au Maroc faire une formation d'inspecteur, inspecteur de douane. D'accord. Donc, il continue le travail derrière avec Owonino, Fritz, Giscard 16, qui intègre aussi Urban FM et Traumatics. La crème. Et donc, ils enregistrent des trucs. Donc, moi, quand je viens, ils sont sur un projet d'album. Ils sont en train de partir sur un projet d'album. On enregistre des morceaux. Je lui avais laissé des prods aussi sur lesquels il a posé. Il a posé sur des prods à Giscard 16. Il a posé sur des prods à Owonino. Je pense aussi sur des prods à Fritz. Donc, pour nous, on se dit, bon, on va te tuer. On va tout raser. Il avait enregistré un morceau qui s'appelait, je pense, James Bond. Et il avait aussi enregistré le morceau Scandale. Ouais, Scandale. Tu vois. Ah, Scandale. Donc, je fais la prod de Scandale. On se dit, bon, ça a l'air joli et tout ça. On va partir sur ça. Et Dafresh, je pense qu'il arrive à entrer en contact avec l'équipe de Booba. Qui gérait en fait Au Calme Radio. Au Calme Radio, effectivement. Tu vois. Donc, nous, on se dit, bon, on sort le son, la vidéo sort, vu que Au Calme avait l'air très accessible. Oui. Tu vois, on se dit, bon, si on essaye de pousser et le son et la vidéo là-bas, peut-être que ça peut donner quelque chose pour Triss. Il y a une hype énorme. Ça peut donner un bon truc pour Triss et c'est tout bénef pour nous. Et puis, bon, et voilà, je pense que Booba était invité pour l'ouverture de la CAN. Oui. Et puis, bon, les gens, ils se plaignaient un peu à gauche, à droite, tout ça. Et puis, il a eu des propos, il a eu à tenir des propos concernant Booba. Et les gars qui géraient, en fait, qui étaient en contact avec Dafresh pour gérer le deal avec Au Calme, ils ont vu la publication, tu vois. Et donc, ils repartent vers Dafresh que, ouais, mais le petit dont tu nous parles, voilà ce qu'il raconte sur Booba, c'est pas intéressant. Clairement. Tu vois. Et c'est comme ça que, bon, lui, il entre dans une colère, il décide d'arrêter de travailler avec lui. Ouais, parce que je me souviens à l'époque, j'ai un de mes amis, Youssef, il avait même gagné le concours. Je crois que j'ai déjà même vu le t-shirt que tu portes sur une de ses stories. C'est justement Youssef. Le gagnant du concours Urban Rap. Voilà, c'est Youssef qui a fait le truc avec mon nom. Voilà. Bon, il est maintenant, je ne sais pas si vous l'avez fait là-bas, mais il est maintenant un grand chrétien, il ne veut plus rapper pour le monde. Bon, Youssef... C'est pas nous. Je pense que ce sont les gens... Parce que lui aussi, on le cherche. Lui, vraiment... Bref. Non, on a travaillé sur plein de bons sons. Franchement, je pense que on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant avec Youssef. Justement, après Triss. Youssef m'écrit, parce que quand il gagne le concours et tout, il m'écrit, il me dit que, il m'envoie la capture d'écran de Triss qui lui demande, est-ce que tu veux participer au remix de Scandale? C'est là où je sais qu'il y avait un remix je ne sais pas si ça avait été enregistré ou si ça n'a jamais été enregistré. Je ne pense pas. Parce que je me souviens que mais c'était prévu. Je me souviens que lorsqu'on annonce la sortie, que Traumatics décharge Triss, le même soir, la vidéo sort.
Genre en mode, bon, écoute, oui, on a bon, fini, on avait fait, voilà, prends on tes a choses. quand même balancé la vidéo. Voilà. Maintenant, pour revenir sur Youssef, et justement, il vient, c'est un mauvais timing pour lui parce que c'est au moment où Triss part. Et lorsqu'il fait le premier morceau, je crois que c'est toi qui le produis, Oui. le clip sort, il lit les commentaires. Et les gens disent que ouais, ça pompe Triss, Urban FM, vous ne cherchez que les kickers, les petites comme ça. Et lui, il a très mal pris ça. Mais malheureusement, après, je pense que c'est, comme tu dis, c'est vraiment une question de mauvais timing. Et c'est vraiment indépendamment de sa volonté. Ouais. Le problème, c'est que les deux artistes ont quasiment le même thème vocal. Est-ce que tu vois un peu? C'est pas faux, ça, c'est pas faux. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. C'est pas qu'il pompe Triss, c'est sa voix. C'est sa voix. Est-ce que tu vois? C'est comme aujourd'hui, quand je vois les gens dire, par exemple, ouais, Benjamin Epps, il pompe Griselda et tout, machin. Mais c'est sa voix, les gars. Il va pas faire semblant. Il va pas faire semblant. Ouais. Il va pas, comment dire ça? Il va pas se donner une voix grave parce que vous voulez que ce soit différent. C'est sa voix. Et c'était malheureusement, je pense que malheureusement, ça a joué contre Youssef. Il a très mal. Parce qu'ils avaient, et je pense que, comment dire ça? Même en termes d'inspiration, les deux, vraiment, ils allaient dans le même sens. Ils ont les mêmes sources. Est-ce que tu vois un peu? Et on peut rien faire. Ouais, non, mais les commentaires on peut rien faire. Pourtant, c'était un très bon rappeur et il a eu le concours au la main. Ouais. Est-ce que tu vois? Très bon. Et moi, je me suis dit, parce que lui, il m'a jamais dit qu'il ne souhaitait plus continuer. Ces gens, il a disparu seulement du jour au lendemain. Ouais, là, je savais seulement qu'il avait des soucis et tout ça là. Est-ce que tu vois? Là, il a douleur de l'industrie. Mais franchement, on aurait pu faire des trucs intéressants avec lui. Et je me souviens, je lui avais proposé je lui avais dit, mais écoute, va voir Da Fresh, ou va voir Chris. Et propose-lui. Vous aviez un autre artiste, là, R&B, j'oublie souvent son nom. Il a fait sortir le morceau Only You. Non, il n'était pas dans notre label. Thomas Sainty. Voilà, Thomas Sainty. Bon, moi, non, c'était une collaboration. Il avait, comment dire ça? C'est Af, le boss, qui était à l'époque, qui avait à l'époque l'émission Traumatics, qui a voulu le produire. D'accord. Qui a voulu le produire. Et ça s'est très mal passé parce que lui aussi, il était pressé. D'accord. C'est vraiment, à la limite, si vous ne savez pas quoi faire de montage, je m'en vais. Libérez-moi, quoi. Ouais. Alors que, bon, on essaye de maximiser la promo. On a une plateforme comme Urban FM. Ouais. On joue tes sons tout le temps, en playlist dans les émissions. Tu as sorti un son que les gens apprécient bien. Énormément. J'ai beaucoup aimé Only You. J'ai beaucoup aimé Only You. On essaye on te cale un remix où on ramène Sir Ocos, Steve, Chanel, tu vois, vraiment pour essayer de booster ta hype, tu mets la pression aux gens que oui, sortez. Ça, c'est très mal passé. C'était l'une des rares fois où on faisait ce genre de remix, genre All-Star Remix. Et tout ça, c'est vraiment très mal passé. Et moi, ça me fait mal de voir qu'on est en 2026. On n'entend plus parler de Thomas Sainty. Ouais, alors que c'était une voix. Tu vois, c'est vraiment des problèmes de comportement. Moi, j'avais proposé à Youssef que va voir les gars, dit que tu fais un projet commun avec Thomas Sainty. J'ai eu même 4 à 5 sons et tout comme ça. Je lui ai dit, vu qu'il est. Bon, moi, je pensais qu'il était à Urban FM, du moins à Traumatics. Non, il n'était pas à Traumatics. Voilà, moi, c'est c'était vraiment. En fait, Traumatics, à part Triss, NG Bling, etc., les autres artistes avec lesquels on a travaillé, c'était pas des signatures en tant que telles. D'accord, juste des collaborations. C'était vraiment des collaborations. Genre, un tel qui connaît, bon, par exemple, pour le cas de Thomas Sainty, c'était Af le boss, donc c'était facile. T-Bull, par exemple, pour le cas de T-Bull, c'était un petit de Montagne Sainte à l'époque. Quand il y a eu le buzz de Propre et Dosé, il a voulu faire le remix. On lui a donné sa chance, il est venu, il a enregistré, il a fait son truc. Est-ce que tu vois, c'est vraiment comme ça que ça partait. C'était pas des trucs où on se disait, oui, on va produire celui-là, on va essayer de gagner de l'argent sur lui. Ou bien on va essayer de faire monter tout un truc. Ouais. Il y a eu Triss, NG Bling, Nasty, le vice-champion du Street Fighter 2014. D'accord. Il s'appelle encore comment, celui qui avait
Oh, comment je peux oublier? Kames, le vainqueur du Street Fighter 2014. Donc ça, c'est des gens avec lesquels on a travaillé parce que, bon, voilà, on leur devait... Voilà, ça, c'était prévu à la fin du concours. Ouais. Et il y a qui d'autre encore? Youssef, parce qu'il a remporté le concours. Oui. Je crois qu'on lui devait un projet. Et lui-même, lui seul, il s'est découragé. Alors que c'est vraiment un artiste Oui, talentueux. c'est un gars pétri de Tu talent. vois? Et en fait, j'ai beaucoup de... Cette période-là, hein, j'ai vraiment beaucoup de regrets parce que en termes de beatmaking, en termes de production, si les trucs étaient sortis, j'aurais eu un violent run, man. Est-ce que tu vois? Tu étais carrément genre, c'était ton prime, en fait. Oui, je me suis dit que il y a des sons quand même qu'on aurait pu sortir avec Triss qui aurait qui aurait fait en sorte qu'on ne m'oublie pas. Qu'on ne m'oublie pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je croise des petits, ils vont me dire... enfin, je suis allé dernièrement dans un studio dans Ngondje. Le gars du studio, il m'a présenté, ouais, c'est Chris Dacrazy. À un jeune beatmaker, tu connais pas Chris Dacrazy? Il a dit non. C'est qui? Tu vois? Lui, le gars, quand il me présente, le petit, il lui dit non. Il était surpris. Après, moi, dans mon cœur, je me suis dit, ouais, c'est normal. Après un moment, je me suis un peu arrêté, quoi. Ouais. Alors que si les projets étaient sortis, ça allait... et je suis sûr que et si ces petits-là avaient baigné dans ces projets, ils auraient su, tu vois, non? Ouais. Que, ouais, non, ça, c'est lui qui a fait... c'est lui. Parce que, en vrai, j'ai fait des belles prods. J'avais fait de belles prods pour Triss et aussi pour Youssef, quoi. Ouais. Ouais. Mais, attends, est-ce que vous avez encore... Tu sais, il y a un truc que je demande toujours. Il y avait un feat entre Triss et Zao. Non, pas Triss et Zao. Il y avait un feat entre Triss et Jovi. Jovi. Oui. C'était pas Zao. Non, c'était pas Zao. C'était Triss et Jovi. Parce que la rumeur disait qu'il y avait... En fait, que l'album que Traumatix préparait avec Triss, il y avait Zao. Non, il y avait le morceau... avec Triss et Jovi sur un sample d'Akendengue. Waouh. Après comment dire ça? Après le départ de Triss, on a gardé cette prod-là. Sauf que quand il y a encore l'embrouille entre le Booty Gang et toute la planète, quand ça arrive aux oreilles de Dafresh, détruit le fichier. Il vient me voir et il me dit, tu écrases tout. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Je vais faire quoi? J'ai tout écrasé. Tu vois? Après, j'ai retrouvé certains anciens sons et même les pistes du son de Triss avec Jovi et Renis. Mais il y a plein de trucs de son album qui sont définitivement partis parce que, bon, ça nous avait vraiment gazé, quoi. On va dire que le gars, il est monté sur le grand sérieusement. Le gars ne voulait pas que le morceau sorte. Non, pas qu'il ne voulait pas que le morceau sorte. Je pense qu'il aurait voulu peut-être qu'on retravaille le morceau. Sauf qu'on n'a pas eu l'occasion de retravailler le morceau après. Ouais. Bon, Triss est parti, tout ça. Sinon, je pense qu'on aurait soit gardé la version qu'ils avaient faite, soit ils auraient peut-être retravaillé 2-3 trucs. Mais le morceau était bon. Hein. Pour moi, les deux couplets... avec le refrain de Renis, si on sortait le son, si on avait sorti le son dans les temps, je pense qu'il aurait marché. Aujourd'hui, même si on sort le son, on va juste dire, c'était une jolie collaboration, tu vois. Pas mal, mais voilà, quoi. On aurait dû sortir ça au moment où il y avait vraiment la hype. Il y avait la hype et tout ça, le vent en poulpe. Ouais. Justement, on parlait déjà de nouvelle génération qui ne te connaît pas. Quel est ton rapport aujourd'hui avec la nouvelle génération? Déjà, par rapport à leur industrie, enfin, si on peut appeler ça une industrie. Non, on va dire que il y a aucun rapport. Surtout que, bon, ces temps-ci, je ne bouge plus trop. Donc, je vais pas trop à la rencontre des gens ces temps-ci. Et c'est surtout parce que je n'ai peut-être plus la même disponibilité, quoi. C'est vraiment... Je bosse beaucoup en matinée jusqu'à peut-être 18h30. Ensuite, j'arrive à la radio. Ouais. Je fais les tafs de la radio. Donc,
Je peux pas vraiment, voilà, j'arrive, on peut pas, on se croise difficilement. D'accord. Là, le truc dont je t'ai parlé, là, c'est vraiment parce que je suis allé dans un studio où je voulais que le gars, il me mixe un son en particulier, que, bon, voilà, je suis tombé sur les petits en question. Je me suis rendu compte que là-bas aussi, il y a Pablito qui enregistre là-bas. On nous a présenté comme ça, c'est Chris Dacrazy, c'est Pablito. Tu vois? Ouais. Après, on va dire que c'est un peu normal, tu vois. Si la toute nouvelle génération là ne me maîtrise pas, c'est un peu normal parce que je me suis un peu mis en retrait. Et puis, je n'ai plus bossé avec beaucoup de gens. Oui, entre-temps. Tu es concentré sur Ocos. Ocos. J'ai travaillé avec un autre gars qui s'appelle Pete C4. J'ai travaillé avec Garcin. J'ai produit certains sons de son premier album. Parce que c'est Torse Nu, ou je sais pas. Oui, Torse Nu 2.0. Ouais. Voilà. J'ai aussi, je crois que j'ai envoyé une prod aussi pour son projet Immature 2.0 avec MC Bright. Voilà. Je ne me suis pas allé vers beaucoup d'artistes entre, on va dire quoi, entre 2019 et maintenant. C'est vraiment, Tu as gardé ton même cercle. Oui. Donc, c'est un peu normal, tu vois. Et en fait, bon, je ne sais pas si c'était voulu ou c'est peut-être inconsciemment comme ça. C'est vraiment les gens de ma génération avec lesquels je travaille, quoi. Donc, si tu ne travailles pas avec les petits, c'est normal qu'ils ne te connaissent pas. En principe. Non, ils vont connaître Moses Beats, ils vont connaître Matt Esdras. Very Nice, c'est vraiment un gars que j'apprécie. Ouais, il est bon. Il est bon. Il est bon. En fait, la couleur de ses prods, franchement, ouais. Lui, je l'ai croisé. Je crois qu'il venait à l'émission, soit à l'émission d'Anthony Bachir ou bien de Darel Fololo l'année dernière, ou bien en fin 2024. Et en fait, quand j'entendais Very Nice, bon, et puis quand j'écoutais les sonorités, je me disais, c'est peut-être un gars assez mûr, tu vois, non? Genre la trentaine. C'est un enfant. C'est un gamin. Donc, quand on me présente, oui, c'est Very Nice. Je dis, c'est toi! Tu es jeune comme ça. Tu es un bébé. Il est bon. Non, il est bon, il a de la Il est bon. Franchement, dernièrement, j'ai pas écouté beaucoup de ces trucs, mais en tout cas, de tous les nouveaux que j'ai pu écouter, c'est vraiment le gars qui est resté dans ma tête, quoi. C'est la première fois que j'ai écouté un de ses morceaux, je crois que c'est Tiki Taka de Troy. Je dis, après... Il a fait beaucoup de prods. Après, il explose avec Donzer, je dis, ouais, quand même. Non, il est bon. Et j'aime, en fait, la maturité de ses prods, quoi. C'est que même si c'est tendance, c'est différent. Il y a de la recherche. Voilà. Il y a de la recherche. C'est vraiment différent. Que le frangin, il construit les patterns, il fait autrement et autres. Il ne fait pas genre, il prend un kick. Après, il prend un machin. Il joue. Non. J'espère que sa période de silence laisse présager de bons trucs, quoi. J'espère qu'il est en train de préparer de bons trucs. Parce que franchement, j'aime ce qu'il fait. C'est un très bon beatmaker. Pour revenir à toi, les attentats que tu as fait dans l'album de Kos, là, c'était quoi l'inspiration? Est-ce que ce sont les trucs où... Parce que je sais qu'en général, lorsqu'un beatmaker et un rappeur s'entendent bien, parfois le rappeur vient... Mania, c'est quoi la prod là? Je veux ça. Ou bien sinon tu as envoyé, il a fait le tri. Non, bon, en général... quand il était à Urban FM, il était quasiment tout le temps au studio, donc il écoutait facilement les prods que j'étais en train de composer, tu vois. Donc s'il y a un truc qui pouvait l'intéresser, il allait me dire non. Ça c'est pour moi, regarde, il y a ça, on termine la prod. Comme par exemple le morceau Mashley avec Nero Mike et Garcin, tu vois, des trucs comme ça. Maintenant, quel autre? C'est toi qui fais la prod de Dracaris. Oui. Dracaris, je pense que c'est moi qui lui envoie la prod.
je suis en plein Covid, Ouais. tu vois. Je suis en plein Covid, je suis, on va dire, isolé chez moi. Mhm. Donc, bon, j'ai le temps. Ouais. Tu vois, j'ai le temps de faire quelques prods. Et puis, à un moment, j'ai de sérieuses complications, tu vois. Mhm. Donc, je me vois en train de mourir. Oh. Non, mais oh, quand tu as j'imagine, tu étouffes et les tout, gens machin. meurent tout le temps. Déjà, moi, je suis un ancien asthmatique. Mhm. Bon, je sais pas si on guérit vraiment de ça, mais Ah. ça faisait des années que j'avais pas, enfin, ça fait des années que j'ai pas fait de crise, Mhm. tu vois. Donc, je me retrouve en train d'étouffer plusieurs fois dans la journée, tout Ouais. ça, je sais pas comment faire. Mm. Et je me dis, bon, allez, s'il faut les simples héritages, j'envoie rapidement les prods Ouais. aux gens que j'apprécie bien, tu vois, non? Donc, je lui ai envoyé. Le testament en mode. Voilà, donc je lui ai envoyé les ouais. prods, il a gardé Dracarys. Ah ouais. Tu vois, non? Il a gardé la prod là, et puis, voilà, il a invité son type, ils ont fait ce qu'ils ont fait dessus, il a gardé ça pour l'album. Yagaye aussi, c'est toi, je crois. Oui. Ça, par contre, je ne sais pas si je lui ai donné la prod avant celle de Dracarys. En tout cas, je lui ai donné la prod. C'était violent, Yagaye. Je lui ai donné la prod. Je pense qu'il a gardé un moment avec lui. Et puis, au moment où il a senti que Enigmatic était chaud pour enregistrer des trucs, Alors, ils ont grimpé sur... ils ont gardé cette prod-là pour Yagaye. Je pense que tu as aussi tu as des pros dans l'album de Steve, non? Dans l'album de Steve, non. 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 J'ai J'aurais bien aimé. Mais bon, lui-même aussi, je pense qu'en général, il compose beaucoup. Il compose, oui. Et il travaille aussi avec un autre élément qui était d'ailleurs dans le groupe Section SNI de Woody à l'époque, qui s'appelle Mike. D'accord. Voilà, il speed C4. Ok. Ouais, tu as parlé du tout à l'heure, là. Oui. Tu as parlé tout à l'heure. Voilà. Donc. Donc, lui aussi, c'était un rappeur Mhm. à la base. Et puis, bon, avec le temps, quand il s'est retiré, il s'est mis dans le beatmaking. Il travaille souvent avec Steve. D'accord. Est-ce que Chris Takwesi a fait des prods avec des artistes internationaux? Ou du moins, tu as fait une prod, la personne a posé, mais le son n'est jamais sorti. Il s'appelle encore comment le papa guinéen là? Fodé Barreau. C'est jamais sorti. Wow. Ça, c'était à la période où on était dans le label Clip Pro. On avait fait un show. La première partie d'un show où Fodé Barreau était invité. Il y avait aussi de Bordeaux à l'époque. Et pour la petite histoire, on avait même réussi à entrer en contact avec de Bordeaux après le show pour essayer de voir si on pouvait faire un feat avec lui. Wow. À l'époque, il nous a demandé 400 000. Et on a zappé. Ah, voilà. Bon, avec du recul. Bon, après, les 400 000 aussi, on les avait pas. C'est ça. Mais avec du recul, ça aurait été bien quand même. Oui. Tu vois. Tout à l'heure, quand tu as donné le nom de l'artiste guinéen, oui, il a fait Fodé Barreau, on est entré en contact aussi avec lui. Et c'est le premier artiste qui m'a fait prendre conscience de la musicalité des prods parce que et de comment dire ça, l'importance de savoir aussi ce que tu fais, tu vois, parce que je crois que les autres artistes, ils sont rentrés après le show, lui il est resté peut-être 2 ou 3 semaines encore. D'accord. Et donc comme on avait son contact, il nous dit écoutez, passez à mon hôtel, vous me faites écouter ce que vous faites et puis si c'est intéressant, on va voir. Okay. Donc je lui amène des trucs qu'on avait commencé à travailler, je lui amène aussi des prods et il accroche sur une prod. C'est joli et tout. C'est en quelle gamme? Suis. Tu ne sais pas de quoi il parle. Gamme de quoi? Ça fait tu nous dis quoi là? Tu me dis quoi là? Il dit non petit, il faut savoir parce que bon voilà, moi il y a
il y a des tonalités il y a des tonalités dans lesquelles je me sens pas trop à l'aise, tu vois. Donc, il faut connaître les gammes et tout, comme ça. Si moi, je te dis, par exemple, modifie comme ci, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et il avait même enregistré le morceau. Sauf que, bon, après, quand on quitte le label Clip Pro, ça se passe un peu mal. Ouais. Donc, le gars, il décide d'écraser, quoi. Ouh. Voilà. Mais ça aurait été sympa. Ouais, clairement. Non, il faut des barreaux. Parce que, bon, là, sur le coup, je ne sais pas de qui exactement tu parles, tu vois. J'ai peut-être écouté sa musique, mais comme je dis, le fait que Will fasse je me suis dit, ça doit être un gars hyper lourd. Je pense que j'ai entendu peut-être le nom qui m'échappe. En tout cas, c'est une grosse pointure de la musique guinéenne. Ouais. Il est un artiste de la Guinée-Conakry. Je n'ai pas eu l'occasion de produire, mais dans la mixtape avant l'assaut, on a eu à travailler avec Soul Banks. Wow. Soul Banks. Lui, c'était vraiment la période où je me baladais un peu partout et tout ça. Et puis, je m'étais retrouvé à un show organisé, je pense, à la piscine olympique. Ça, à Dakar. Et donc, il faisait partie des artistes invités. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver sur Dakar. Mais en tout cas, il faisait partie des gars qui devaient jouer. Il n'était même pas encore connu, tout ça, tout ça. Ok. Donc, moi, je suis venu. Je regarde le show, tout ça, machin, ça se passe. Et lui, il passe. Il lance. Je me regarde d'abord, c'est qui lui? C'est qui? C'est qui lui? Tu vois, vraiment, bon. il devait avoir 17-18 ans à cette période-là. Ouais. Donc, il chante et tout. Je dis, mais ça, c'est quel petit Guinéen qui a genre un thème vocal qui se rapproche un peu des way de Chris Brown et tout ça. Ah ouais, quand même. Faut que je rentre en contact avec lui. Et donc, quand il termine et tout, ça va, vraiment, ce que tu fais, c'est cool et tout. Tu es là, tu es ici? Non, moi, je suis Guinéen, tout ça. Je suis là pour un temps, machin. Je dis, OK. Bon, nous, on est sur un projet et tout. Ce serait bien que tu viennes poser un jour sur un de nos sons, tu vois. Et donc, il est venu chez moi, je lui ai fait écouter des trucs. Je lui avais même donné des prods. Bon, je pense qu'il ne les a pas exploités. Mais il a posé sur un de nos morceaux. Le morceau, c'est Sans famille. Voilà. Et il nous a fait un très joli refrain à l'époque, tout ça. Un banger. Ouais, un banger. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir que des années plus tard, le gars, il se retrouve en haut, quoi. Ouais. Conakry. Tu étais là en mode, bon, j'ai travaillé avec lui dans les débuts. C'est souvent que je me retrouve dans les boutiques là et tout, je vois, il passe, je dis, Soul Banks. Genre, le gars me regarde. Tu le connais? Je dis, ouais, je l'ai connu à Dakar. Tu sens que les gars sont... On se dit que le mytho, là, il nous raconte quoi, là. Tu as commencé à travailler comment? Tu le connais? Je dis, oui, je le connais. Lui, il est guinéen, toi, tu es gabonais, tu l'as connu. Et ça m'a fait chaud au cœur de le revoir ici. Ah ouais. Quand il a remporté le prix découverte RFI. Oui. Il est passé par ici. Je dis, mon Dieu. Il t'a reconnu au moins? Il m'a reconnu. Ça m'a reconnu. J'étais à son show. Je suis monté sur scène quelques minutes. Vraiment, j'étais content, quoi. Ouais, c'est... Bon, s'il avait exploité une de mes prods, j'aurais été content aussi. Mais bon, je pense que... En tout cas, il t'a pas oublié, ça, c'est sûr. Mais tu sais, il y a un morceau que tu as produit, produit pour Eddie Kenzo, avec Kells. Ça, par contre, c'est un de mes plus gros regrets. Et ça, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec Kells, parce que souvent on se croise. Je crois qu'il bosse aussi dans la zone de l'aéroport. Oui. Et il n'a pas été très professionnel, en fait. Kells, ou bien Eddie? Kells. Parce que je t'assure que... Oui. J'entends le son, je crois que Kells l'a publié. Thank you, mama. Ouais, Thank you. Il l'a publié en 2015. J'entends Biggie Time, tum, 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 tum. Oui. Sofa Industry. C'était c'est Crazy on the Beach. J'ai dit, C'était une très belle prod. Et en fait, le truc, c'est que il arrive, je ne sais plus pour quel événement. Est-ce que c'était pas par rapport à la CAN?
Il arrive, je pense, au même moment que Kaki, je crois. Et donc, il passe à la radio pour faire la promo de l'événement. On l'amène au studio à cette période-là. Quand ils arrivent au studio, il y a lui, il y a Nelio, là, il y a Obélix, il y a Kels. Je crois qu'ils étaient invités sur le plateau en même temps. Et donc, il discute un peu avec lui, que bon, écoute, et puis son manager et tout, on veut faire peut-être une petite collaboration avec toi et tout, machin. Ouais. Ok, donc, bon, on a un beatmaker là, show me what you got et tout. Donc, je leur fais écouter des prods. Bon, comme je sais que ces prods sont assez africanisés et tout, je lui fais écouter la prod dont tu parles là. Donc, il dit, ah ouais, ça, c'est nice et tout, machin. Et donc, sur le coup, ils ont voulu travailler sur place. Ouais. Donc, ils ont eu une idée et tout, machin. Bah, lui, il a enregistré le refrain. Thank you, mama. Et bon, après, les gars qui étaient avec lui sont venus le chercher, en fait. Les gars qui l'avaient accompagné et tout, les organisateurs et tout. Là, c'est long et tout. Il n'est pas venu pour ça. Mais il avait déjà enregistré. Il avait enregistré, donc la voix est restée tranquille et tout ça. Donc, bon, moi, je sauve le truc. Je me dis, bon, les autres, ils vont venir peut-être poser plus tard. Obélix, Nelio, nanana. Après, bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe. À la fin, c'est Kels qui récupère le morceau. Je lui dis, en tout cas, dès que tu es OP, je t'envoie les pistes. Piste par piste, comme tout ça, je là. pense qu'il était en contact avec le manager d'Eddie Kenzo, ou bien Eddie Kenzo. Lui-même. Comment dire ça? Je ne sais pas ce qu'ils se disent là-bas. Tu vois, moi, je pars au Maroc. Je lui ai remis la démo. Ok. Je lui envoie les pistes. Tu vois, pour qu'il fasse un travail correct. Donc, les pistes du son avec les pistes de la voix d'Eddie Kenzo. Lui, il pose le morceau avec la démo. Il fait mixer, genre, la démo. Il sort ça sans réelle promo, sans machin. À une période où tu sais que Eddie Kenzo, c'est le gars. Est-ce que tu vois un peu? Dans la corne de l'Afrique, il y avait lui et limite Vanessa MD, mais il a pris le game en otage. Est-ce que tu vois un peu? Et c'était pas professionnel. C'est comme ça que, genre, on passe à côté de quelque chose qui aurait été bien. C'est Eddie Kenzo. Tu vois? C'est qu'à la limite, si ça avait pris, ça aurait donné toute sa carrière aurait pris une toute autre. On aurait parlé de Kels peut-être différemment, tu vois? Clairement. Actuellement, il est là. Mais peut-être que peut-être qu'il aurait eu un gros buzz, tu vois. Énorme, il aurait eu plus de feat. Il aurait peut-être eu des collaborations à l'étranger ou bien comment dire ça, une structure sérieuse aurait pu se pencher sur lui. Ah non, celui-là il est bien parce que Kels il chante bien. Oui, il chante très bien. Tu vois. Il chante très bien. Il n'a juste pas été pro sur le coup. Et ça nous a fait passer à côté de quelque chose. Une occasion énorme. Voilà. Vraiment, tu me rappelles même ça. J'avais complètement oublié quand tu m'as posé la question. Je t'assure que ce morceau, avant qu'il ne disparaisse de YouTube, parce que je pense qu'aujourd'hui il l'a supprimé, avant que ça ne disparaisse de YouTube, je le kiffais tout le temps. J'avais téléchargé le morceau. Et c'était pas la bonne version en fait. Moi, c'est vraiment ce qui m'a gazé. Depuis le Maroc, je vois il sort le truc, je dis mais c'est pas ça. Et la prod était simpliste, c'était vraiment... j'ai envoyé tout, j'ai envoyé les pistes, j'ai envoyé les refrains, les machins, tout. Fais le travail avec ça, tu fais mixer dans un bon studio, tu vois avec Eddie Kenzo comment faire la promo de ton truc. Je sais pas s'il était toujours à Ozik à cette période. Non, il avait quitté Ozik. Voilà. Dès qu'il a eu le buzz de Follow Me, il est parti. Tu vois? Et ça nous a fait passer... En fait, moi, c'est vraiment... comment dire ça? Quand je pense à certaines collaborations, j'ai vraiment beaucoup de regrets parce que on n'a pas... Comment dire ça? Il y a des trucs qu'on n'a pas exploités. Ouais, on comme aurait il pu fallait. faire et tout ça là. Est-ce que tu vois? Que ce soit au niveau de Traumatics, que ce soit en dehors. Ouais. Tu vois, ça aurait donné quelque chose. Ça aurait donné des trucs. Ça t'aurait mis en haut, de ouf. C'est ça, en fait. De ouf. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que quand je te dis que des petits là ne me connaissent pas,
c'est à cause de tout ça, tu Les vois. occasions, J'aurais pu tout ça, avoir, là. voilà, j'aurais pu avoir un plus gros run et puis à chaque fois, bon, on a raté, on a raté, Tu aurais on a eu raté. des feats en Guinée, peut-être avec un gars en Éthiopie. Est-ce que tu là-bas. vois? Maintenant, bon, on essaye toujours, comme on est toujours au combat, on essaye de rester un peu visible. On va voir. On va voir si en 2026, il y aura de bonnes opportunités. Mais je te dis que vraiment, cette période-là, j'aurais eu un super run. Ouais, Et ces gens, c'est vraiment passé à côté comme ça. Après, je me dis que c'est aussi peut-être mon départ au Maroc qui a fait ça. Parce que je pense que si j'étais resté à Libreville, en tout cas pour le cas de Kels, je ne l'aurais pas laissé. Tu aurais géré ça, tu aurais mieux géré ça et tout ça. Là. Non, j'aurais essayé d'être là à côté pour le forcer à faire des trucs peut-être de manière plus professionnelle. Ah, c'est dommage. Et c'est quelque chose qu'on déplore beaucoup aujourd'hui avec les artistes. Ils sont pressés, ils sont pas pros, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas attendre. C'est ça, il a vu Eddie Kenzo, faut que ça sorte vite. Ouais, après c'est aussi ça, c'est genre le grand est encore là, bon, pendant qu'il est là on fait le truc, peut-être qu'il va partager parce qu'une fois qu'il va partir, mais gars, si tu fais sortir un truc comme ça, c'est pas mixé, comme tu dis, tu mixes la version démo, franchement. Tout ce temps on a fait la musique, hein. Il y a des trucs que j'écoute. Première question, c'est ça c'est mixé. C'est ça. Je demande souvent, ça c'est mixé. Oh, bon, on a fait les voix. Non, c'est pas mixé. Si c'est pas mixé, c'est pas mixé, les gars. Et rends-toi compte que c'est comment on appelle ça? C'est vraiment un truc qu'il a sorti de là à là, quoi. Eddie Kenzo. C'est genre, il a écouté la prod, allez hop, il a fait son refrain, il a fait quelques voix pour accompagner le refrain, deux, trois trucs. Ouais. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Et puis, il est parti. Et tu sais, je ne connaissais pas Eddie Kenzo avant le feat. Ah bon? Je ne connaissais pas Eddie Kenzo. Oh! C'est c'est tous les trucs qui tapaient à gauche, à droite, enfin, son qui passait. C'était encore quoi même? City à l'os. Je ne connaissais pas Eddie Kenzo. C'est Kels, on a grandi ensemble aux 3 quartiers. Donc, quand Kels a explosé, moi, j'étais au Ghana. Ouais. Quand il explose avec Follow Me, déjà, il explose avec tout cassé. Oui. Mais quand il vient avec Follow Me, le buzz est énorme. C'est-à-dire que même à Accra, quand on mettait ce morceau lors des soirées gabonaises, mais tout le monde. Les gens étaient. Et je l'ai contacté. Il m'a dit, ouais, mais Mani, on m'a dit que tu fais du beatmaking et tout. Il dit, ouais, je fais ça à Accra. Envoie-moi des prods, frère. Mais c'est comment, machin, avec Ozik. Oh non, Mani, c'est bon, ça va, avec Ozik, c'est fini. Follow Me, c'est un son qu'on a beaucoup joué. En radio, oui. Non, Follow Me, c'était énorme. Joué. Je crois que c'était même titre de la semaine, un truc Follow Me était énorme. Et le fait qu'il est lui-même, je pense que, après, je spécule, mais je pense que c'est peut-être le fait qu'il faisait un peu tout lui-même, en fait. Il produisait lui-même, il écrivait, peut-être qu'il mixait et tout. Il s'est dit, bon, j'ai pas besoin de vous. Parce que quand les gens deviennent des gens autodidactes et indépendants, ils se disent, bon, j'ai eu mon buzz grâce à moi-même. Pas grâce à vous, donc je peux faire ça tout seul, malheureusement. Non, en vrai, il faut une équipe. Voilà, parce qu'après, je suis désolé, mais après Follow Me, la carrière de Kels, c'est plus la même chose. Il y a eu quelques petits trucs là. Il a sorti des trucs. Voilà, les Taïto. Mais en vrai, je pense qu'il fallait qu'il reste entouré. Oui. Et c'est souvent, moi-même, j'en parle, c'est quand tu n'as pas d'équipe, c'est pas évident. Est-ce que tu vois un peu?